Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, pour balayer l'actualité. Actualité assez riche aujourd'hui. Avant de vous présenter mes invités, non, je vais vous les présenter d'abord. Tiens, Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, auteure de ce livre dont vous allez nous donner le titre d'ailleurs. Décider, ça se travaille. On ne naît pas bon décideur, on le devient, Arnaud. C'est important que vous le répétiez régulièrement parce que c'est un sujet que vous creusez régulièrement avec les managers, à travers des articles sur la manière dont on décide. Et ça risque d'être un sujet de plus en plus important en période de crise. Merci d'être là. Pierre Guillet, ravi de vous accueillir, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous êtes dirigeant d'Esion et on va vous écouter évidemment sur tous les sujets d'actualité. D'abord, ce chiffre sont les créations d'emplois qui sont plutôt un chiffre positif. On va le découvrir dans quelques instants. 69 500 créations nettes d'emplois, plus 0,3%, contre plus 0,8% au quatrième trimestre, qui est un peu plus faible, mais malgré la crise, l'Ukraine, l'inflation et puis quelques crispations, et même d'ailleurs des Français qui sont un peu tendus, on voit quand même que le maintien de l'emploi se fait. On commence par le PAC, je pense que vous l'avez vu, ce PAC pouvoir d'achat lancé par la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises. Un PAC pouvoir d'achat, assouplir la prime Macron, parce qu'il y a un vrai débat sur cette question, défiscaliser les heures supplémentaires, on fait du neuf avec de l'ancien, et paiement de l'intéressement et participation. Pierre Guillet, ça vous va? Est-ce que vous dites, moi je signe ce PAC? Moi, je pense que c'est un très bon PAC, dans le sens où ça donne de la liberté aux entreprises. Et ça, nous, on est pour, aux EDC, donner de la liberté, faire confiance aux entreprises. Ça, c'est bon. C'est bon. Après, il y a du court terme, il y a du moyen terme. Mais c'est bien meilleur que d'imposer une augmentation générale qui, dans certains cas, ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dont la trésorerie est tendue, qui sont encore avec des PGE, qui ne peuvent pas les rembourser. Qui peuvent pas les rembourser. Donc voilà, je dirais les entrepreneurs, les dirigeants sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire dans une économie où il y a de la tension sur certains collaborateurs, certains marchés de l'emploi. Donc voilà, ils connaissent leur... Vous me faites la méta-analyse de ce PAC, parce que finalement, ce que dit ce PAC, Marine Balançard, c'est pour éviter d'être dans des négociations salariales de branches qui vont être tendues, c'est peut-être une manière d'éviter des augmentations trop lourdes, trop difficiles à assumer pour les entreprises. C'est ça que veut dire ce PAC. Oui, absolument. Les entreprises n'ont pas forcément les moyens, comme le disait Pierre, pour augmenter les salaires, et puis sans compter le risque de spirale. Inflation, hausse des salaires, inflation. Et l'enjeu, en fait, c'est le pouvoir d'achat et plus personne ne peut payer. Les entreprises ne peuvent pas se permettre des augmentations de salaire. Donc, effectivement, la défiscalisation, les mesures ne sont pas vraiment des mesurettes, mais ce sont toujours les mêmes astuces qui sont recyclées. On entend ça depuis 20 ans. Et c'est dommage, il y a quand même un problème en France sur le coût du travail et sur la rémunération du travail. J'allais juste aller y venir parce que la CPME, je me disais que peut-être dans une des propositions de son PAC, elle aurait pu rajouter, qui est un vieux sujet, mais qui a disparu, même des discussions des responsables syndicaux, la baisse des charges. L'idée, c'est que le travail coûte cher, et on le voit même avec le dumping social en Europe. On a des cotisations et des charges trop lourdes. Ouais, pour vous, c'est un sujet réglé, on ne peut pas y toucher, on n'en parle pas? Ah non. Tous les sujets, dont on va parler après, on peut tous les aborder, mais on ne les aborde pas. Mais on peut tous les aborder. Mais franchement, directement, et pas en mettant des petites mesurettes. Bon, il faut être courageux, hein, mais bon. Non, mais Marine Balançard dit quand même, la défiscalisation, c'est un sujet, ça avait été défiscalisé les heures sup par Nicolas Sarkozy, puis refiscalisé par François Hollande, et maintenu, d'ailleurs d'une manière un peu étrange, par Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce que vous dites, vous, en tant que chef d'entreprise, à la tête de votre cabinet, notre travail coûte cher, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner, pour un salaire de 2 000 €, on donne presque 2 000 € de cotisation, à peu près. C'est beaucoup. Oui. Non, mais je mets les pieds dans le plat. Oui. Non, mais c'est insoutenable. D'accord. Et puis c'est lié aux 35 heures, c'est lié à un ensemble de problèmes qu'on ne veut pas adresser depuis Jacques Chirac. Voilà. C'est exactement ça. Donc vous soutenez ce PAC. Oui. Vous avez lancé le sujet, puisque le sujet qui vous intéresse, parce que évidemment il intéresse les Français, et puis les acteurs, les parties prenantes, c'est ce fameux Conseil national de refondation, CNR, qui renvoie au Conseil national de la résistance, monté par De Gaulle, 46, c'est l'idée de remettre le pays à plat. Je vois sourire. C'est quoi? C'est un machin de plus où vous dites, après tout, tiens, j'y crois? Tous les sujets qui sont adressés par ce projet
sont bons, ils sont connus. Après, s'il y a un vrai problème de méthode, c'est-à-dire que si on mobilise des gens très compétents pour produire des idées, pour produire pour être créatif, et derrière, si c'est toujours l'État seul qui décide de ne rien faire, ça ne changera rien. Donc aujourd'hui, moi je pense que ça va coûter beaucoup d'argent, comme une énième organisation qui va coûter beaucoup d'argent. Il n'en sortira rien parce que c'est l'État qui décidera. Et ce que nous, on pense aux EDC, c'est que c'est un principe de la construction de l'Europe, la subsidiarité, c'est laisser la responsabilité de la décision au plus bas niveau possible. Et ça marche. Et ça marche. Dans toutes les entreprises, ça marche. Pourquoi ne pas l'appliquer une bonne fois pour toutes sur ces sujets Réforme, l'idée des gros sujets. Alors, il y a l'école, par exemple, énorme sujet. On imagine qu'autour de la table, certaines personnes vont d'abord faire un diagnostic, apporter leur contribution. Alors, on nous dit que ce sera des citoyens tirés au sort, un peu comme les jurés, donc chacun viendra apporter sa contribution, son témoignage. D'abord, est-ce que, Marine Balançard, vous y croyez à ce Conseil national de refondation, puisque ça fera écho au sujet suivant sur l'hôpital, parce que ça fait quand même presque 5 ans que l'hôpital souffre, j'ai envie de dire depuis 20 ans. Est-ce qu'il faut de nouveau une mission flash, un conseil de refondation pour savoir ce qui se passe à l'hôpital ? Vous voyez, il y a quand même ce côté un peu choquant. Tout d'un coup, on découvrirait à travers ce conseil la réalité du pays. C'est très difficile de vous avez envie d'y tuer le projet avant qu'il naisse, mais si on n'était pas sur un plateau, je dirais que c'est du bullshit. Mais ça y est, vous l'avez dit en fait, vous êtes sur un plateau là. Mais parce qu'on a un problème, mais ça ne date pas d'Emmanuel Macron, c'est qu'on réfléchit à beaucoup de choses et on ne fait rien, on ne met rien en place derrière. Et donc là, encore une fois, on voit qu'il va y avoir beaucoup de réflexions, on va solliciter beaucoup de gens, on va leur dire peut-être qu'on va mettre en place, et ça va faire exactement comme le Conseil pour le climat, où on a sollicité des citoyens, et puis on a dit, bon, finalement, c'est pas possible. Puis au bout de la moulinette, il est sorti 3 gouttes, Et il y avait beaucoup, il est sorti beaucoup moins que ce qu'avait promis le président de la République. Donc en fait, on n'a pas les moyens de le faire. Il faut arrêter de passer par ces créations de comités, de bidules, comme dirait Mélenchon, ou de machins, comme dirait De Gaulle, qui ne servent à rien. J'ai dit machin, moi. Je crois que j'ai dit machin. Mais quand même, il y a un sujet qui est posé. On va voter ce week-end et le week-end prochain pour élire nos députés. Mais c'est vrai que sur les thématiques qui sont concernées, rien que l'école et la santé, enfin, je veux dire, c'est du ressort des députés, c'est-à-dire les représentants qu'on a élus au suffrage universel. Qu'est-ce que les Français tirés au sort vont apporter de plus ? Enfin, je ne sais pas, vous êtes tiré au sort Mais on n'apportera rien de plus dans le sens où les gens qui ont déjà été consultés ont tous eu déjà de très bonnes idées, ils ont tous remonté, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il y en a des rapports. C'est un problème, c'est un millefeuille administratif, on rajoute des strates pour ne pas décider ou pour repousser les décisions, alors qu'en fait, il suffit juste d'efficacité. C'est ça dont on a besoin, c'est en fait cranter, c'est-à-dire passer à l'action. Et là, on ne passe pas à l'action, en fait. On réfléchit, on ne passe pas à l'action. Vous dites la même chose, en fait. Complètement. Mais dans le concret, il ne se passe rien. On a un président qui est quand même très intellectuel, qui a rarement été sur le terrain. Il a été... Il n'a pas été vraiment... Il y était hier, il s'est déplacé sur le terrain. Non, mais il visite. Mais dans sa vie professionnelle, il n'a pas actionné. Voilà. Et donc, ça manque peut-être. Et par contre, sur le fait... Les députés sont quand même un peu liés par leur appartenance politique. Donc, ils ne peuvent pas toujours dire ou faire ou proposer tout ce qu'ils veulent proposer. Que l'on soit dans la majorité. Bypasser les députés peut être une possibilité. Mais on a déjà vu que ça ne marchait pas. Donc, c'est quand même étonnant de reproposer quelque chose qu'on a annihilé comme Marine Balançard, vous ne voulez pas tuer le projet avant même qu'il ait vu le jour, parce que c'est vrai qu'il faut voir la méthodologie, il faut voir la manière dont c'est organisé, et puis il faut voir aussi peut-être réellement, parce que là c'est très très flou, le véritable ordre du jour des thématiques traitées. On peut peut-être avoir même imaginé un système de débureaucratisation, c'est-à-dire réinventer, dénormer, supprimer des lois, comme le proposait Gaspard Koenig par exemple. Ça peut être des idées intéressantes. Oui, tout à fait. Ce qui serait intéressant dans le projet, si on veut être positif et constructif, c'est qu'il y ait un volet sur quelle liberté on donne à ceux qui font partie de ce conseil pour mettre tout seul en action ce qu'ils proposent.
Voilà, moi c'est simplement ça que je rajouterais. Mais... Alors, il y a un sujet qui est lié à ce Conseil national, c'est la santé. L'hôpital est en crise, alors il y a beaucoup d'hôpitaux dont les services d'urgence sont fermés, c'est-à-dire qu'on assure une permanence, mais globalement il reste 1 ou 2 médecins, ça veut dire que c'est compliqué. Je pense à Orléans qui a démarré, mais il y a d'autres villes où les services d'urgence sont quasi à l'arrêt. Un système hospitalier qui est malade, malgré le Ségur, où on a vu des augmentations de salaire. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Et là, encore une fois, le président Macron annonce une mission flash pour qu'en 2 mois, on règle l'affaire. Là, Marine Bernard, je vous vois sourire. Ça fait écho à ce que vous disiez. C'est-à-dire, mais on a besoin d'une mission flash pour voir ce qui se passe à l'hôpital? Une énième mission, et maintenant c'est flash. C'est comme les tickets flash du loto. On ne sait pas ce qui va sortir, on ne sait pas... on a quand même peu de chances de gagner. Mais, non, mais c'est vrai que c'est étonnant, à nouveau, parce qu'on aurait le meilleur système de santé du monde. Enfin, on nous dit ça. C'est ce qu'on nous dit, ouais. Voilà. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas, qu'il fallait prendre les problèmes à bras-le-corps. Et on continue les mesurettes, les missions flash. Et il ne faut pas être malade cet été. Voilà, ne vous blessez pas cet été, ne tombez pas malade cet été, parce qu'il n'y aura personne. Alors la ministre Brigitte Bourguignon annonce des mesures urgentes, comme assez traditionnellement, comme peut le dire un ministre. Beaucoup considèrent que ce n'est pas un problème financier. Beaucoup disent que c'est un problème de RH. Alors c'est typiquement dans Smart Job, puisque c'est l'emploi et les RH. L'emploi, les salariés fuient l'hôpital public pour aller ailleurs, ou dans l'hôpital privé. Et puis, ils disent souvent, mais il n'y a pas de gestion RH, il n'y a pas de suivi de nos carrières. Enfin, comment vous le regardez, vous qui êtes finalement très très loin du côté de votre entreprise, évidemment? C'est un peu la même réponse que ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, là encore, aux EDC, on a beaucoup de réflexions justement sur le management de nos entreprises. Alors, tout cela inspiré par la pensée sociale chrétienne. Mais dans la pensée sociale chrétienne, il y a un pilier important qui est la subsidiarité. Oui. J'en ai parlé pour l'Europe tout à l'heure, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans nos entreprises. Aujourd'hui, je ne connais pas la problématique de l'hôpital particulièrement, mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de subsidiarité dans l'hôpital. C'est-à-dire que c'est encore une fois l'État, avec les ARS, qui veulent régler les problèmes des hôpitaux, mais que les hôpitaux pourraient peut-être, avec de la subsidiarité et du dialogue, parce qu'aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup de contrôleurs financiers, de fonctionnaires qui ont été mis dans les hôpitaux pour essayer de faire de pseudo-économies. La T2A, vous vous rappelez, c'était on calculait les soins et on faisait vraiment un travail de financier. Exactement. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans l'hôpital, comme dans les banlieues d'ailleurs. Et là où on met en général beaucoup d'argent, il ne se passe rien, où on marche en arrière. C'est vrai. Donc, la rénovation urbaine. Je pense qu'on pourrait faire des économies. Alors, je veux dire peut-être quelque chose qui va choquer, mais faire des économies dans l'hôpital, je pense, en utilisant beaucoup mieux l'argent et en donnant le pouvoir de décision aux opérateurs. Que les médecins parlent avec les directeurs d'hôpitaux, mais que tout le pouvoir ne soit pas donné à l'administration pour pouvoir gérer les hôpitaux. J'ai même vu qu'il y avait des propositions alors, parmi des acteurs du dossier qui évoquaient l'idée d'un partage du pouvoir de l'hôpital, qui ne soit plus, entre guillemets, un directeur d'hôpital ayant fait un cursus, je dirais, très administratif, et qu'on partage le pouvoir avec un médecin, un chirurgien, et que finalement l'acteur de l'hôpital principal soit aussi un soignant. Qu'est-ce que vous en pensez? On sent qu'il y a une difficulté de RH, de communication entre l'administration et les soignants sur le terrain qui s'en vont, malgré les 200 € d'augmentation, enfin 150 € d'augmentation. Malgré tout, ils s'en vont. Il y a un problème RH. Oui, en même temps, est-ce qu'il faut laisser l'administration des hôpitaux aux soignants ou aux personnels médicaux? Non. C'est un vrai sujet. Ce sont des experts, mais pas de la gestion et de l'administratif. Par contre, 2 têtes, effectivement, la diversité, ça c'est tout à fait intéressant. Mais honnêtement, les médecins ne sont pas du tout formés à la gestion financière, à l'économie, et ce serait une catastrophe de laisser... les directeurs d'hôpitaux ne sont pas médecins, n'ont pas besoin d'être médecins. Vous avez vu qu'il y a quand même un point commun entre les 2 sujets qu'on traitait tout à l'heure, le Conseil national de la refondation et la mission Flash. On voit quand même que le président de la République, quand il engage ces grands trains de réforme, les grands thèmes, il met la santé. Notre système est malade. Est-ce que ce n'est pas notre système global qui est malade? C'est-à-dire un système de santé publique, une sécurité sociale qui ne va pas bien. Comment vous le regardez? Parce que non, mais il n'y a pas de grand train de réforme. En fait, il y a des mesurettes en permanence. Et c'est, à mon avis, une erreur de parler de grand train de réforme. Il y a des grands thèmes et d'énormes problèmes, mais il n'y a pas de grand train de réforme.
quand même, il y a un basculement des salariés de l'hôpital public vers l'hôpital privé, de la clinique. Les salaires sont meilleurs. Et disent-ils, en tout cas ce sont les témoignages des soignants, les conditions de travail sont meilleures. Comment on l'explique? Parce qu'il y a malgré tout une administration pléthorique. Vous évoquiez la RS, il y a le ministère de la Santé, il y a des délégations régionales. Et pourtant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Problème de dialogue, ce qu'on évoquait tout à l'heure, problème de dialogue. Il n'y a pas de... en fait, quand il y a un problème dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On discute. On met le problème sur la table et on le partage. On le partage ensemble. Les idées viennent et après on passe à l'action. On peut s'engueuler, mais on partage. Mais bien sûr, on règle tous les problèmes par le dialogue. Et là, je pense qu'il n'y a pas de dialogue parce qu'il y a des corporations, parce que l'État veut être le dernier décideur, toujours. Et je pense que là, il y a un vrai sujet global, pas que sur la santé, de méthode. Mais je vous interroge, vous qui n'êtes pas du secteur ni hospitalier ni du secteur éducatif, encore une fois, on voit bien un lien dans la relation au travail. On a des enseignants dont on dit là qu'il faut les augmenter très rapidement si on veut avoir des profs compétents, on ne les a pas. Et en face, la même chose pour les soignants. Je ne parle pas des médecins, qui est un autre sujet. Est-ce qu'il faut, d'une manière un peu globale dans l'émission d'aujourd'hui, remonter les salaires? Ou est-ce qu'il faut un pack pouvoir d'achat où on contourne le débat? Est-ce qu'on pose la question de augmentation du revenu, du salaire des enseignants et des soignants? Non. C'est une erreur de penser que c'est le salaire qui motive. Ouais. C'est un des éléments de la motivation de l'engagement, mais ce n'est pas du tout l'élément principal. Donc tant qu'on raisonnera en salaire, il faut augmenter, pas augmenter, on n'y arrivera pas. En fait, vraiment, il y a besoin effectivement de dialogue, de consultation, de reposer les bases de qu'est-ce qu'on veut accomplir, à quoi est-ce que ça sert tout ce qu'on fait et d'impliquer chacun. Dans les deux mesures, c'est la solution ou pas d'augmenter les salaires? Je parle des enseignants parce que le sujet est vraiment là brûlant. Et les soignants qui ont déjà été augmentés. Moi, je rejoins Marine. Ça peut faire partie d'un dispositif, mais c'est jamais l'élément clé. Aujourd'hui, pour attirer des jeunes dans une entreprise, le salaire n'est pas déterminant. C'est le projet qui les fait venir. C'est le projet, c'est les sujets sur lesquels on va les faire travailler et comment on les embarque. C'est vraiment ça le sujet de la réforme de l'État. C'est comment on va embarquer les gens pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des RH d'ailleurs à la RS peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un service de ressources humaines au sein des hôpitaux. J'en suis pas certain, parce que parfois l'infirmière générale qui gère les plannings, on a une administration qui gère, je dirais, l'organisation médicale des soins, des feuilles de soins vers la Sécu. Je ne suis pas certain, en creusant un tout petit peu, même dans les hôpitaux flambant neufs, qu'on ait le RH, c'est-à-dire qui va faire une gestion de carrière des collaborateurs, comme on a dans le privé. Enfin, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si c'est le seul sujet pour régler ce problème-là. C'est parce qu'il y aura un RH qui sera encore un fonctionnaire qu'on résoudra le problème. C'est bien d'avoir des structures pour écouter les gens, pour les accompagner dans leur carrière, mais si les gens ne viennent pas... ça ne sert pas à grand-chose. Pour terminer, notre modèle de santé, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, Marine, on dit souvent, quand on est à l'étranger, mais vous, la France, vous avez un système de soins qui est incroyable, et on voit qu'à travers les sondages successifs et les témoignages que tout ça s'est dégradé, on est un système un peu bizarre en France quand même, parce qu'on est à la fois libéral et très public. Il faudrait qu'on choisisse notre camp, où on garde ce système finalement, où avec la petite carte verte, on a nos médicaments remboursés, on a une sorte de qualité évidemment sur les remboursements. Vous voyez, ce modèle plus global, finalement, qui ne serait pas une mesurette, là. Qui serait on repenserait le modèle. Là, en France, c'est vrai qu'on soigne tout le monde, y compris sans distinction, y compris les personnes très âgées. On a accès à beaucoup de soins, beaucoup de dépistage. Donc, en cela, c'est quand même un système qui est extrêmement précieux. Et... ce qui manque, c'est évidemment le nombre de médecins. Il n'y a plus assez de médecins, de toutes les façons. Alors, le numerus clausus ouvert, mais ça ne sera que dans 4-5 ans, enfin, si j'ai bien compris. Voilà, il faut, pas assez de médecins, pas assez de médecins généralistes. Voilà. Et on a tendance, chaque fois qu'il y a un problème ou une crise, à se focaliser sur l'hôpital qui n'en peut plus. Donc en fait, on rajoute de la crise à la crise. Et on l'a vu pendant la dernière crise sanitaire. On a tout misé sur l'hôpital.
et pas du tout sur les médecins généralistes ou sur, ne serait-ce même que les cliniques privées dans la première phase du confinement. Enfin, vous disiez tombez pas malade cet été, mais tombez pas malade le week-end en général quand on est dans une ville de province. Il faut être très honnête. Il faut le trouver, le médecin qui vous accueille. Il n'y en a pas. C'est pour ça que Oui, c'est de la médecine libérale là, en l'occurrence. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire chez les médecins libéraux dans l'organisation du travail de la médecine libérale. Dans le projet qui nous est proposé par la ministre, il est question justement de rappeler les seniors, les anciens médecins, etc., et de faciliter le cumul emploi-retraite pour ces... ce sera peut-être l'autre sujet qu'on abordera après. Vous faites le lancement. C'est la même chose. Mais en fait, aujourd'hui, c'est clair. S'il y a des gens qui veulent travailler, il faut les accueillir. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les médecins, je sais que sur ma commune, ils ont tous 65 ans passés. Et ils vont partir en retraite. Donc, ils vont partir en retraite, mais ils ont déjà dépassé largement les âges qu'on peut évoquer dans la réforme des retraites. Et aujourd'hui, je pense que c'est là aussi assez illusoire dans le contexte actuel de vouloir essayer de faire venir des médecins retraités. Oui. Ou étrangers, puisqu'on fait aussi venir des ou étrangers. Voilà. On parle aussi des jeunes diplômés, des infirmières, jeunes diplômés, mais le métier d'infirmière que je connais bien, j'ai une de mes filles qui est infirmière, c'est un métier d'apprentissage. C'est-à-dire toutes ces études, on pratique. Donc on est opérationnel dès qu'on a fini ces études. La question d'attendre le diplôme ou pas, c'est complètement... Parce qu'on a tout au long de son apprentissage, anecdotique. Sa carrière, sa formation. Exactement, pratiquée. On est opérationnel. Par contre, revaloriser le statut, donner plus de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette petite... compétition entre le médecin, l'infirmière, les pharmaciens, etc. Un petit rapport de classe. Il n'y a pas un travail d'équipe où on pourrait redonner un tout petit peu plus de pouvoir de responsabilité aux corps qui sont à l'œuvre. C'est vrai que le médecin est là. Pour ne pas parler du mandarin qui, lui, est le grand professeur qui... Pour reparler justement d'argent, la revalorisation du statut permettrait de revaloriser les salaires de façon très légitime. Et là, on aurait des ressources supplémentaires. Donc vous êtes concerné très directement et personnellement par ce débat autour de la revalorisation du travail des infirmières, parce que c'est un métier difficile, par ailleurs, où il y a un investissement personnel, physique et psychologique qui est très fort. Tiens, vous lanciez le sujet, le retirement, le retour du travail des jeunes salariés. Je ne parle pas de la France, c'est un thème peut-être qui d'ailleurs va doucement arriver. C'est aux États-Unis. Vous l'avez vu, Marine Balançard, c'est ceux qui avaient quitté le marché du travail et puis qui, par obligation, sont obligés, là, au moment où on se parle, de revenir au travail. C'est un phénomène qui est très lié à la bourse, c'est quelque chose qui nous guette ici en France, ce risque-là, parce on parle beaucoup de pouvoir d'achat quand même. C'est cette question. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de retraités qui rêvent de travailler. Il y a beaucoup de retraités qui n'ont pas du tout envie d'être à la retraite. Il y a beaucoup de gens de plus de 55 ans qui sont sur la touche en France et qui ont tout à fait envie de travailler, qui prennent leur pré-retraite et Donc oui, j'espère que... moi, je suis tout à fait favorable au retour des retraités qui le souhaitent dans le monde du travail. Et ce sont les plus expérimentés, les plus disponibles. Et... Ouais. Vous mettez un bémol ou pas? Parce qu'il y a le retraité qui tire la langue avec 800 € de retraite et qui dit j'ai pas le choix que de retourner au travail. C'est peut-être le cas de ceux-là. Puis effectivement, les retraités qui se disent après tout, je peux encore offrir à la société, à une entreprise 10 ans de ma vie ou 5 ans de ma vie. C'est pas la même chose. On va pas au travail de la même manière. Non, tout à fait. Aux deux extrêmes, il y a des fragilités. Il y a les jeunes qui sont éloignés du monde de l'emploi pour plein de raisons. Ceux-là aussi représentent un vrai potentiel. Il faut s'en occuper pour les faire revenir vers l'enseignement, un peu d'enseignement, pas trop, mais surtout de la pratique et de l'emploi derrière, les écoles de production par exemple. Et de l'autre côté, il y a ces seniors qu'on appelle seniors d'ailleurs, mais en fait ils ont 45 ans, ils sont hyper opérationnels, qu'on dégage peut-être un peu rapidement. Et ceux-là, ils ont envie de travailler. Il y a les jeunes retraités qui... si on leur laissait la possibilité, auraient envie de travailler. Donc pourquoi on ne laisse pas les gens travailler? Alors, pas forcément imposer, là encore, parce qu'on aime bien normer à tout le monde un système, mais laisser mettre de la liberté. Quoi. Vous dites quoi, Philippe, après tout, ouvrir le débat très sensible de la réforme des retraites, c'est peut-être pas le sujet, il faut laisser, puisque c'est votre fil rouge, la liberté, lorsqu'on le souhaite, de pouvoir aller au-delà même des 65 ans si on en a envie. C'est ça l'idée? Bien sûr.
Vous êtes d'accord, Marine Balançard? Tout à fait. Mais donc ça règle le problème de la réforme des retraites aujourd'hui sur le plateau. Vous nous réglez le problème. Il y a plus de sujet. Ça ouvre le sujet, ça permet de discuter, ça permet de donner des pistes, plutôt que de se focaliser sur un âge de départ. C'est stupide. Enfin, ceci étant, on ne fait pas le débat sur les retraites, mais ce sujet américain renvoie effectivement au débat sur les retraites et la capacité qu'on a à retravailler après la date limite. Mais c'est les annuités qui vont compter, c'est pas forcément l'année butoir. On démarre ses études à 26 ans, s'il faut 42 annuités, moi si je calcule, ça fait 68 ans. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de sujet non plus là. On se joue de mots, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Mais je reviendrai sur les États-Unis, c'est quand même habituel, enfin ça a toujours été le cas, aux États-Unis, les personnes âgées travaillent. C'est vrai. On les voit très souvent dans les bars, on les voit dans les parcs d'attractions, on les voit. Ils le désirent vraiment? C'est vraiment parce qu'ils ont envie de servir des bières le soir ou... Non, mais je pense qu'ils suis pas sûr. Non, mais ils ont toujours travaillé. Je pense que c'est un non-sujet pour eux. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit et c'est toute opportunité est bonne à prendre. Et effectivement, ils ont moins de protection sociale, moins de retraite. Et il n'y a pas vraiment de sujet, d'autant plus que beaucoup sont partis pendant la crise à la retraite. Ouais, c'est vrai. Et 2 fois plus que d'habitude, il me semble. Et donc, ils reviennent. Voilà, c'est un juste retour à l'équilibre. Mais c'est une piste très intéressante pour la France. On n'est pas... voilà, c'est... Le modèle américain sur les retraites est clairement pas le modèle français. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Oui. Pas de répartition en France. Mais en France, on veut que tout le monde soit égal. Enfin, il faut l'égalité à tout prix et c'est pas bon non plus. La liberté, le choix, même pour les enseignants. Pourquoi les enseignants à la retraite ne pourraient pas continuer à enseigner? Ça, c'est tout à fait vrai. Et apporter, peut-être en faisant moins d'heures, mais une contribution, un apport, un accompagnement. On peut être très créatif sur les... Vous allez participer au Conseil national de refondation si vous continuez comme ça? Non, parce qu'on passera... Si on ne passe pas l'action, c'est pas la peine. Oui, d'accord. Non, par contre, on peut être très créatif sur les modèles de travail pour des seniors qui voudraient pas forcément travailler au même rythme qu'avant, et même sur les missions. Parce qu'ils ont une capacité à en transmettre qui est, dans certains métiers, indispensable. Donc, en fait, il faut être créatif, il faut proposer et il faut aussi déplafonner tous les coûts qui sont associés et peut-être au cumul emploi-retraite. Le débat de la fiscalité et des cotisations pour ce type de salariés qui sont un peu un pied dans la retraite et un pied dans la vie active. C'est une réflexion peut-être plus globale à mener, parce que c'est vrai que le chef d'entreprise se dit le salaire est élevé, de nouveau il faut que je recharge ce salaire. Toutes ces questions sont quand même induites. Oui, mais vous embauchez un directeur de la com dans votre entreprise, dans une PME, en fait, vous n'avez peut-être pas besoin d'un temps plein, mais vous avez peut-être besoin d'un jour et demi par semaine. En prestat. Vous avez quelqu'un qui est hyper compétent, qui est tout de suite opérationnel. C'est génial. Et peut-être plus en prestation. Merci à vous de nous avoir éclairés. On reparlera de ce Conseil national de refondation, parce que c'est vrai qu'il est un peu vide. Le concept reste un peu vide, le machin ou le bidule. Merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal, et qui travaille sur la décision. Il y a beaucoup de décisions qui vont être prises dans les semaines qui vont venir jusqu'à la rentrée. Et puis merci à Pierre Guillet, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dirigeant d'Esion, qui est une entreprise qui fait de l'électronique, technologie électronique. Merci à vous deux. On termine avec les conseils Syntec, conseils qui s'intéressent à la diversité et à l'employabilité chez les cadres. Et on en parle tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.